Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes accompagnés de Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Chronique Agora, et nous recevons aujourd'hui Piero San Giorgio, auteur de Avant l'effondrement, publié en 2024 aux éditions Culture et Racine. Donc, merci d'être avec nous. Avec plaisir, ciao à tutti, je suis caféiné, prêt à rebondir sur l'actualité du jour. Parfait. Alors Piero, vous avez été successivement cadre chez Oracle et Telesport, et aujourd'hui vous vivez une vie un petit peu différente. Vous aidez de nombreux individus, des chefs d'entreprise, des investisseurs et des personnalités aussi influentes à se préparer aux crises via un mode de vie autosuffisant. Donc aujourd'hui, le modèle économique occidental, il traverse une crise de légitimité sans précédent. On a des dettes qui explosent, des mutations profondes au sein des institutions politiques, des menaces immédiates de récession et bien sûr des tensions géopolitiques qui s'intensifient à l'échelle mondiale. Alors, Pierrot, à quoi va ressembler le monde de demain selon vous? Et est-ce que l'effondrement que vous anticipez depuis plusieurs années est en train de se matérialiser? Merci de votre invitation. Disons tout d'abord que je ne suis pas un prophète, ni une diseuse de bonne aventure, même si je mets un foulard sur la tête et ça va être difficile. Non, en revanche, ce que l'on peut, c'est tracer des courbes, des tendances, déduire les conséquences de ces tendances au mieux que l'on peut et essayer de déterminer l'impact de ces tendances pour chacun d'entre nous, en sachant que nous sommes tous différents. Nous avons tous des modes de vie, des patrimoines, des situations familiales, des âges différents, et donc on doit un petit peu s'adapter. On n'investit pas, on ne se prépare pas de la même manière à 25 ans que lorsqu'on en a 50. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, et l'actualité est en train de s'accélérer d'une manière qui, normalement, ne devrait pas me surprendre, puisque j'en ai parlé déjà il y a 15 ans dans mon premier livre, de manière exponentielle. C'est-à-dire que l'avalanche, il y a 15 ans, voilà, on sentait que la neige commençait à s'effriter, que la situation n'était pas bonne. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans une... Ce n'est plus la coulée de neige, c'est vraiment une avalanche qui emporte tout, surtout aux États-Unis et qui semble emporter, alors on verra quelles seront les condamnations à terme, en tout cas pour l'aspect légal, des pans entiers de l'économie factice liée à la corruption de l'État. Et donc c'est une... évidemment, ils ont mis en place ce Doge aux États-Unis récemment, et pas que, puisqu'il y a aussi des gens qui sont en train de rentrer dans le lard, si je peux prendre cette expression, comme Kennedy, ce jeune, enfin le neveu de Robert Kennedy, qui a une mission pour la santé, pour la réforme de la santé publique aux États-Unis. On a aussi une réforme qui va arriver des services de renseignement, de la CIA, parce que là aussi c'est un gouffre incroyable. On a aussi tout d'un coup un aperçu de la gabegie, encore une fois, avec en plus énormément de corruption du système de sécurité sociale aux États-Unis, qui est moins généreux, mais évidemment colossal vu la taille du pays que celui qu'on connaît dans la plupart des pays européens. Enfin, généreux, il faudra s'entendre sur le terme, mais en tout cas, on a cette accélération qui d'ailleurs va avoir des impacts économiques, puisque je ne sais pas combien de millions d'employés de l'État américain vont se retrouver, déjà aujourd'hui au chômage. Ça impacte l'économie, hein, ça impacte un pourcentage impressionnant. Et cette corruption qui était à la base, hein, créée par de la monnaie créée ex nihilo, qui ensuite se redistribue à l'infini dans les méandres entre le système financier, la réserve fédérale, la corruption étatique, finit quand même dans l'économie réelle. Et donc, si on note tout ceci, et c'est très bien, eh bien, il va y avoir un impact. Alors, la bonne nouvelle, c'est que peut-être on aura moins d'inflation, mais d'un autre côté, on a aussi moins de consommation. Donc, on va peut-être revenir à un PIB plus réaliste des États-Unis, mais ça veut dire probablement une baisse de 5-15%. Et ça a un impact dans l'économie. Alors, on pourra en discuter. Est-ce que ça impacte la bourse? Est-ce que ça impacte la consommation énergétique? La ramification, on n'en est qu'au début. Mais pour répondre à votre deuxième question, nous sommes dans un effondrement déjà depuis pas mal d'années. Simplement, on ne le voit pas tous et on ne le voit pas de manière flagrante jusqu'à il y a très peu de temps. Mais la tendance lourde, le processus d'effondrement, c'est comme l'avalanche. Quand elle démarre tout en haut, il y a 10, 15, 20 ans, eh bien, il y a quelques morceaux de neige qui commencent à glisser, qui commencent à tomber. Puis l'accélération se fait dans les années 2010 avec en plus la folie. Quand il y a trop d'argent en circulation, évidemment, il n'y a plus de contraintes. Donc il y a eu toute cette folie woke, il y a eu toute cette folie d'aventurisme guerrier qui a continué. Il a commencé avec le 11 septembre 2001, mais il a continué de la part des États-Unis. Et on a aujourd'hui
le bruit et la masse de l'avalanche qui commence à vraiment être perceptible par tout le monde. Alors les gens les plus démunis avaient déjà senti il y a longtemps l'effet de cette crise en devenir, mais aujourd'hui on le sent tous et il faut être vraiment aveugle pour ne pas le voir. Alors ça ne veut pas dire qu'on va tous subir de la même manière, c'est peut-être de ça on pourra parler, mais clairement aujourd'hui je ne connais plus personne qui me dit non, non, il n'y a rien qui se passe. Non, non, on le voit venir. Alors Philippe, est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que des discours comme celui de Piero San Giorgio ont de plus en plus leur place dans nos sociétés? Ce dont je suis profondément convaincu, c'est que nous avons affaire en Europe et sous l'administration Biden, nous avons affaire à une administration de plus en plus intrusive qui veut réguler chaque aspect de notre vie, et y compris ce que nous avons le droit de lire ou de ne pas lire, de croire ou de ne pas croire quand il s'agit d'une analyse économique ou géopolitique. Euh, le mot que je veux mettre là-dessus, ça s'appelle la censure. Ben, on est censuré aussi dans beaucoup de dans beaucoup d'aspects de notre vie, y compris le chef d'entreprise qui se voit soumis à de plus en plus de contrôle. Puis désormais, même le micro-entrepreneur, on va lui demander de déclarer sa TVA à 25 000 euros de chiffre d'affaires et non pas 37 000, ce qui va faire rire n'importe quel Suisse. Et imaginez-vous un Suisse gagnant 3 000 francs suisses par mois. Enfin, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est complètement surréaliste. Et pourtant notre gouvernement se propose d'aller nous faire les poches au fond de la micro-entreprise qui fait maintenant 2000 euros de chiffre d'affaires par mois, ce qui est absolument incroyable. Imaginez ça il y a 20 ans, on vous aurait dit désormais le micro-entrepreneur qui fait 2000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est un riche, et maintenant il faut qu'il déclare la TVA. Donc c'est vrai que on est comme la grenouille dans la casserole. On ne se rend pas compte que l'eau est en train de nous cuire. Mais c'est vrai que si on prend une photo il y a 20 ans et une photo aujourd'hui, vous avez une grenouille bien verte dans la première casserole en 2005. Et aujourd'hui, vous avez une grenouille qui est complètement cuite, qui ne sait même pas qu'elle est morte. Alors moi, je vais même rebondir sur ton analogie de l'avalanche. L'avalanche, il y a tous ceux qui sont emportés, comme bah, tous les blocs de neige qui sont collectés au fur et à mesure que l'avalanche avance. Et ceux-là, ils n'ont pas les moyens de se sortir de ça. Ils sont pris dans ce mouvement, dans cette espèce de magma qui avance. Alors, je connais un petit peu les avalanches pour avoir fait beaucoup, beaucoup de hors-piste dans ma vie. Les seuls qui arrivent à s'en sortir, ce sont ceux qui, lorsqu'ils voient l'avalanche se déclencher, sont capables de filer très très vite sur un des côtés de l'avalanche, ou alors ceux qui se disent oh ben moi c'est pas grave, j'ai un airbag. Donc dès qu'ils ont les genoux pris dans la neige, ils tirent, l'airbag se déclenche, et ils vont rester au-dessus de l'avalanche. Le problème, c'est que des fois, l'avalanche, elle arrive dans des forêts, enfin, et vous allez vous retrouver avec votre airbag, mais face à un sapin, et là, ça peut faire très, très mal. Donc, c'est vrai que l'avalanche, dès qu'on la voit se déclencher, il faut être capable de se tirer vite fait sur le côté pour pas être emmené, et l'airbag ne vous sauve pas forcément si l'avalanche vous dirige vers un rocher ou vers un groupe de bons mélèzes bien massifs. Voilà. J'aurais une autre analogie pour expliquer aujourd'hui ce à quoi on assiste avec l'élection de Trump. Ben, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme une partie d'échecs. Donc, on arrive à un point où on en est au 20e coup. Toutes les pièces ou quasiment sont sorties, les rocks sont faits. Et puis, ben, tout est bloqué au centre de l'échec, hein, la fameuse case E6, etc., pour ceux qui connaissent. Et donc, on va se disputer hein, pour prendre le contrôle du centre de l'échiquier. Donc, on arrive à un moment où là, on va échanger toutes les pièces. Donc, tout va y passer, les cavaliers, les fous, les tours, peut-être la reine. Mais généralement, quand vous avez ce genre de situation où on va avoir un échange de pièces. Généralement, c'est celui qui déclenche l'échange qui a un avantage et qui sait déjà là où il veut aller.
Et en l'occurrence, pour s'agissant de Trump et Musk, donc ils veulent échanger toutes les pièces, c'est-à-dire tous les globalistes, young leaders, wokistes, contre plutôt des souverainistes. Et ce qu'ils veulent, c'est cornériser la reine von der Leyen et cornériser le roi Zelensky, et afin de les mettre complètement échec et mat. Et je crois que c'est bien Trump qui vient de déclencher l'échange de pièces. Et je pense qu'il veut aller jusqu'au bout et qu'on va bien arriver à l'éjection de Zelensky dans un délai, je pense, assez court désormais. Donc, si Donald Trump réduit l'engagement des États-Unis en Europe et dans l'OTAN, à quel point l'UE risque-t-elle d'être fragilisée? Alors, disons que lorsque l'on regarde de manière froide l'état, si je puis dire, financier, comptable de la plupart des États de l'Ouest, j'entends l'Europe de l'Ouest, France, Angleterre, un peu moins l'Allemagne, Belgique évidemment, Benelux, États-Unis, il y a un état de fait de faillite, un état de- d'effondrement financier avant l'effondrement économique qui ne peut plus tellement être maquillé, camouflé longtemps avec des taux d'intérêt négatifs. On a essayé, bon, on a tenu un moment avec de l'énergie, on pourra revenir sur l'énergie après, mais enfin, voilà, on va avec des processus pour rendre l'énergie bon marché artificiellement. Euh, L'état de faillite, il vous fait du mal. Au bout d'un moment, vous avez une cassure importante. Alors, vous avez le choix, soit vous n'avez aucun amour, aucun intérêt pour votre propre pays et votre population, et à ce moment-là, bah, vous continuez la gabegie, vous continuez à vous en mettre plein les poches, et puis ensuite, bah, vous partirez en avion privé le jour où tout part en guerre civile, en effondrement réel, hein, physique. Là, on n'en est pas à l'effondrement physique, on s'approche, mais là, vous partez en jet privé pour, je sais pas, les îles Caïmans, pour un lieu de vie en ayant l'illusion que ça va bien se passer, parce que je peux vous expliquer que ça ne passera pas très bien pour ces gens-là. Euh, vous êtes bien reçus, mais ou alors vous avez un vrai ça s'appelle du patriotisme. Vous avez de l'amour pour votre peuple. Et Trump, d'ailleurs, je crois qu'il l'est profondément. Il n'est pas parfait, loin de là. Mais il a l'amour de son peuple. Et donc, il décide que plutôt que d'effondrer demain, demain matin, avec un effet catastrophique, il va, comme le ferait un entrepreneur, comme le ferait un manager, je l'ai déjà fait dans plusieurs entreprises, qui étaient en faillite, on arrive, on reprend l'entreprise, et avant qu'on arrive avec le juge qui dissout, enfin, qui dissolve l'entreprise, je ne sais pas si c'est un mot français que j'ai utilisé, mais enfin, qu'il mette la société en liquidation, eh bien, il essaye de faire un nettoyage, un grand nettoyage, et finalement montrer à ceux qui ont, et ceux qui ont, je cherche le mot en français, à ceux qui ont les stakeholders de l'entreprise États-Unis, de l'empire États-Unis, en leur disant, écoutez, l'empire c'est fini, on va devoir se regrouper sur le core business, excusez-moi les anglicismes, sur notre core business qui est quand même la liberté d'entreprendre, qui est quand même la liberté d'expression, le fait de pouvoir ne pas avoir de caste, le fait que l'on ait l'opportunité de créer des entreprises, de créer de la richesse. Parce qu'on a peu oublié ces dernières 20 années que les États-Unis, à la base, c'est aussi ça. C'est aussi un système kleptocratique, c'est aussi un système de robber barons. Oui, 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 c'est aussi un complexe militaro-industriel et financier aussi. Mais c'est à la base, et ce qui a créé la grandeur et la puissance des États-Unis, c'est quand même la liberté et l'esprit d'entreprise, entre autres. Il y a d'autres facteurs, mais ce n'est pas le thème. Et donc, je pense qu'il est en train de restructurer la SA United States avec son style, avec son effet de joueur de poker, avec son aspect d'esbrouf, mais beaucoup plus sérieusement qu'il y a 8 ans. Et donc, ce faisant, il va pouvoir montrer une certaine crédibilité, et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Beaucoup de grandes industries européennes réduisent leurs opérations. On a vu, je crois, est-ce Michelin récemment qui a annoncé ça en France, réduisent leurs opérations en Europe pour bouger aux États-Unis, pour déjà bénéficier de moins d'éventuels tarifs douaniers, mais aussi parce qu'il y aura un marché. En Europe, ça va très très mal. On n'a plus d'énergie, on a une population super culturellement enrichie, qui travaille dur. Mais je voulais quand même dire une chose sur la France, parce que Philippe, vous disiez quelque chose de vrai et de juste.
Mais il faut ajouter qu'une des raisons pour laquelle la France n'est pas encore un pays du tiers-monde, complètement effondré et en favela, c'est parce que quand même vous êtes un pays, et je pourrais ajouter d'autres pays européens dans ce genre de description, vous êtes un pays de gens extrêmement productifs, travailleurs, intelligents de base, euh, et qui bénéficie encore d'une sorte de long tail, de queue, de fin de système de très bonne éducation jusque dans les années 70-80, d'une immense culture et de richesse qui a été bâtie sur 1500 ans. C'est pas rien. Et donc c'est pour ça qu'on peut encore c'est encore un pays qui est en train d'être pillé abondamment. Les États-Unis sont peut-être, ils ont d'autres avantages, hein, comme je disais, la liberté d'entreprendre, etc. Mais ils ont moins d'historique lourd qui rend le pillage en fait moins visible. Mais ça va pas durer longtemps. Donc c'est une éloge que je fais là au peuple français, euh, et qui est admirable, mais qui doit se réveiller maintenant. Et le moment de faire le ménage dans les pays européens est arrivé. Philippe, est-ce que ces ressources humaines elles seront suffisantes pour redresser la situation de la France? Alors, Alors, je dirais qu'au niveau de allez-y, Philippe. l'enseignement supérieur, il y a encore des filières d'excellence, mais on Mm. a de moins en moins de grandes écoles dans le top 10, grandes écoles ou filières, enfin peu importe. Alors, dans la technologie, alors là, on est tombé complètement au fond du classement. On s'est fait passer devant par l'Asie. Bon, l'exemple, pour moi, le plus emblématique, ça reste Singapour. La Suisse est encore très très bonne en technologie. L'Allemagne, c'est pas si mal. Le gros problème, c'est que si on a encore des cerveaux qui fonctionnent bien, s'ils fonctionnent vraiment très très bien, c'est comme l'avalanche qu'on décrivait, ceux qui fonctionnent bien, ceux qui sont les premiers à voir d'où part l'avalanche, à quelle vitesse elle déboule et où est-ce qu'il faut aller pour ne pas se la prendre sur la tronche, eh ben, ils sont en train, eux, de filer vers Dubaï, vers la Silicon Valley, vers pourquoi pas même Bangalore en Inde. Bon, le problème, c'est qu'on a des hits, mais on ne sait pas les garder. Et si on ne garde que ceux qui aujourd'hui sont comme un poisson dans l'eau, dans le système, quel est leur profil? Ben, ce sont des gens, si parle vraiment de ceux qui sont à bac plus 6, 7, on va retomber sur des énarques qui sont euro-gaga, euro-fédéralistes, pour qui effectivement bah, leur rôle, ça consiste à administrer et contrôler. Donc, la société idéale, c'est une société où les contrôleurs et les législateurs sont au sommet de la pyramide et décident de tout. Alors qu'aux États-Unis, bon, c'était pas le cas hein, il y a encore 3 mois, mais aujourd'hui, bon, l'arbitre, il est là pour siffler éventuellement les fautes les plus évidentes. Bon, là, il va distribuer un paquet de cartons rouges parce qu'il y en a quand même qui ont beaucoup joué avec les mains. Non, qui ont beaucoup mis les mains dans la caisse. Donc là, il y a beaucoup de cartons rouges, mais l'arbitre reste un arbitre et il va juste être là pour que les règles du jeu soient respectées. Une fois qu'on aura renvoyé au vestiaire tous les vilains. En Europe, on a un arbitre qui, alors lui, c'est pas tellement son obsession de mettre des cartons jaunes ou des cartons rouges. Non, c'est de dire aux arrières, vous faites comme ça, les avant-centres, vous faites comme ça, le gardien de but, vous vous tenez sur votre ligne. Et puis finalement, on a décidé que le match, eh ben, ça serait un 3-2. Donc, on va vous organiser la rencontre et ça se terminera par 3-2 parce qu'on en a décidé ainsi. Mais c'est fou. L'arbitre se prend à la fois pour l'entraîneur, pour l'avant-centre, pour les défenseurs, les gardiens de but, plus éventuellement le coach mental, etc. C'est une dinguerie d'avoir dans l'élite des gens qui ont pour but de tout contrôler et non pas de faciliter la vie à ceux qui ont de la créativité, qui sont capables de créer de la richesse. Non, ceux-là, les créatifs, il faut les surveiller. Des fois qu'ils auraient de mauvaises lectures, hein, ou qu'ils auraient éventuellement des idées complotistes. Vous savez, l'idée complotiste, c'est l'idée qui sera vraie dans un mois. Hein.
Et aujourd'hui, du complotisme, on en manque avec tout ce qu'on vient de découvrir aux États-Unis. Ah, on a découvert des choses qui sont au-delà du délire le plus absolu d'un complotiste halluciné, hein. Voilà, donc on est en Ouais. panne aujourd'hui de thèses complotistes. Bon, eh ben, en Europe, on continue de vouloir contrôler ce que les gens lisent, pensent, ont le droit de dire ou le droit de faire. Ben voilà, tant qu'on est là-dedans, je pense que nos élites qui pourraient nous aider à nous redresser vont continuer à se dire que leur destin est ailleurs, que le destin de leurs enfants est ailleurs. Et c'est ça qui me fait peur. Ouais. Mon fils et ses amis qui sont en master, etc., et ils sont tous à guetter une opportunité ailleurs. Suisse, Luxembourg, pourquoi pas les pays nordiques. Mais bon, ce qui fait rêver, ça reste évidemment Dubaï, Singapour et la Silicon Valley. C'est là que vont les talents. Londres, ça devient compliqué parce que Londres devient une ville très, très insécure. Ouais. Et avec Starmer, ça ne s'arrange pas. Donc, on pourrait effectivement peut-être s'en sortir avec des gens à la fois avec du bon sens, patriotes, mais il y a un moment, le patriotisme, ça va bien, quoi. Quand on laisse 70% de ses revenus à l'État et que l'État ne vous procure plus de services, il y a un moment où le patriotisme, c'est bon, quoi. Ça devient du masochisme. Donc, il faut, un, changer de logiciel, deux, changer complètement les élites. Et évidemment, tout ça ne va pas se faire sans des cris terribles de la part de ceux qui sont adeptes du modèle du contrôle total absolu sur tout, sur les gens, sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils font, et qui ne vivent que de la redistribution, parce que quand on contrôle, quand on remet des normes et tout, on ne crée pas de richesse. On est là juste pour contrôler ceux qui produisent de la richesse. Donc on est payé par ceux qui créent de la richesse pour mettre des bâtons dans les roues à ceux qui créent de la richesse. Donc ce modèle où on a de plus en plus de contrôleurs, de spécialistes de la norme, ces gens-là n'existent que parce qu'on transfère de l'argent des créateurs de richesse vers les contrôleurs. Est-ce Voilà. C'est. Je pense que je décris un petit peu une situation qui, ben, il y a un moment, est-ce que le mouvement amorcé aux États-Unis va pouvoir balayer tout ça? Il est évident qu'en France et en Europe, il y a des forces qui veulent résister à tout prix, parce qu'il y en a qui vont perdre leur boulot, évidemment. Des gens dans les commissions à Bruxelles, des lobbyistes, etc. Des gens dans des espèces de, je ne sais pas quoi, des, euh, des comités de réflexion, des comités d'experts qui ne produisent jamais le moindre rapport, mais qu'on paye des fortunes, tous ces gens-là, ils vont être balayés. Donc ceux-là, ils veulent absolument garder leur ronde serviette, leurs pantoufles dorées, à ne rien faire, si ce n'est embêter leurs concitoyens. Donc tout cela, évidemment, aujourd'hui, ils sont acculés et ils vont se défendre, ils vont se battre pour ne pas perdre leur rôle et leur avantage. Voilà où nous sommes aujourd'hui, hein. Alors, Pierrot, est-ce qu'on peut s'affranchir de ce contrôle et est-ce qu'à terme, vous croyez en la possibilité d'une véritable souveraineté pour les nations européennes ou alors on est confronté, condamné à une perte totale de contrôle? Alors, à terme, on est tous morts, mais bien sûr, moi je crois beaucoup à la liberté et à l'inévitable tendance vers l'émancipation des êtres humains de tout ce qui est tyrannique, de tout ce qui est... On a déjà essayé dans le passé, hein, la tyrannie, les royaumes, on a tout fait. La tendance, bon, on vient de traverser peut-être 10, 15, 20 ans d'heures sombres, mais et nous ne sommes pas encore sortis en Europe, évidemment, mais à terme, forcément. La question, c'est la transition. C'est le temps que ça va prendre, combien ça va nous coûter, et combien d'entre nous n'y arriveront pas, et donc vont subir et souffrir pendant cette transition, qui peut prendre plusieurs générations, hein. C'est pas forcément quelque chose qui peut prendre quelques années. Parce que même les États-Unis de Trump, même avec les réformes qui sont en train d'être faites,
ça reste une démolition contrôlée. Et c'est quelque chose de très délicat lorsqu'on touche à une économie, lorsqu'on touche à des administrations, que c'est un peu comme si on devait, je sais pas, si pour prendre une analogie différente que l'avalanche, c'est un peu essayer de changer une aile d'avion pendant qu'on est en plein vol. C'est pas facile. Et alors évidemment, heureusement que c'est pas des gens comme moi qui gèrent, parce que moi je suis un petit peu excessif dans mes pensées et mes pulsions de réforme. J'aurais évidemment quelque chose qui serait extrêmement radical et qui serait indicible et qui ne peut pas passer ni ici sur Internet, ni dans un programme, et encore moins dans un programme politique. Néanmoins, là où j'espère être beaucoup plus mesuré et beaucoup plus raisonnable, et c'est mon travail, c'est d'expliquer, à la fois par écrit dans mes bouquins, mais aussi par le conseil que je fais auprès d'individus, comment est-ce qu'on peut non pas forcément complètement changer de vie. Parce que dire aux gens, il faut être totalement autonome et vivre dans une cabane, enfin, moi j'habite pas dans une cabane, mais vivre dans une ferme de montagne ou à la campagne, etc., et être totalement autosuffisant et autonome, bon, c'est compliqué, mais c'est une tendance qu'on peut prendre. En revanche, n'oublie pas qu'on a un pied, on peut très bien avoir un pied plutôt dans cette autonomie, dans cette tendance vers l'autonomie, l'autosuffisance et l'indépendance, d'abord mentale, ensuite physique, tout en gardant un pied dans le système économique d'aujourd'hui, en étant entrepreneur, en ayant même un emploi, même en étant fonctionnaire, qui sait. Et donc, avoir un petit peu ce choix. Parce que la liberté, finalement, quand on y réfléchit, c'est d'avoir le choix et d'avoir la responsabilité de ses choix. C'est vraiment à ça que ça se résume, puisqu'on n'est pas réellement libre, on n'est pas réellement libre de nos pulsions, on n'est pas réellement libre de nos peurs. C'est pour ça que j'ai écrit un livre sur la gestion de la peur, qui est très importante, tant quand on investit dans les marchés financiers ou qu'on monte une entreprise, que lorsqu'on doit faire face à des risques comme aujourd'hui, d'effondrement économique, de guerre civile peut-être. Alors plus en Angleterre, la guerre civile aujourd'hui, quoiqu'en France, la sécurité, elle commence à dévisser quand même assez sérieusement. Et voir ces 2 dernières années, on a quand même frôlé, du moins en apparence, après, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les coulisses, mais on a quand même frôlé la guerre nucléaire, mine de rien. Donc, on est dans une période qui est trouble. Et puis, si aujourd'hui on a une embellie et on semble aller dans une bonne direction, en tout cas aux États-Unis, et je crois aussi en Europe, parce que l'Europe est un vassal des États-Unis. Si les États-Unis se retirent, on verra bien ce que ce vassal va faire. Est-ce qu'il va rester uni? Est-ce qu'il va se décomposer? Est-ce qu'il va se fractionner? C'est possible. Ou est-ce que, il va simplement obéir à son suzerain en disant, oui, bon, on a fait un peu d'esbro physiologique pendant 6 mois, Trump méchant, mais bon, au bout d'un moment, quels sont vos ordres? Parce qu'on n'arrive pas à vivre tout seul, on est complètement démuni, on n'a plus de compétences, on ne sait rien faire. Je parle des États, je ne parle pas des individus, de la population. Elle a encore, comme je disais, des compétences, du savoir-faire. Mais au niveau des États, on voit incompétence sur incompétence. Je veux dire, ils envoient des Mirage 2000 d'il y a 40 ans, il y a 30 ans, en Ukraine, en espérant que ça va changer quoi que ce soit. Je veux dire, le niveau de... Alors, soit on dit, on veut vider les stocks pour ensuite justifier des budgets. Enfin, il y a des moyens un peu plus intelligents de le faire. Ou alors, ils sont complètement cons, parce que c'est pas possible d'envoyer des F-16 qui vont se faire enfin, qui se font déjà démolir, comme on a envoyé des chars. Euh, Quand on est con, on est con. Et le problème, c'est celui qui est con et qui ne sait pas qu'il est con. Et j'ai l'impression que l'incompétence des dirigeants européens qui se sont accumulés par cooptation d'ailleurs sur des critères qui sont assez troubles, hein. C'est pas exactement la méritocratie à travers toutes les élites politiques européennes et bureaucratiques, sur 25-30 ans, ont créé un marigot, un swamp de gens complètement incapables. Mais pire qu'incapables, des gens qui sont quasiment religieux et qui, en plus, sont là pour s'en mettre plein les fouilles. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai plutôt tendance à des solutions hyper radicales, mais vraiment hyper radicales, hein. En revanche, fort heureusement, je ne suis pas aux commandes, et donc je me focalise sur les individus, sur pourquoi pas aussi des conseils, et vous le faites, des conseils financiers, des conseils de préservation du patrimoine, de mise en place de systèmes physiques d'autonomie, parce que même si on a, par exemple, aujourd'hui, le Bitcoin est très à la mode, et à juste titre, mais il commence à y avoir aujourd'hui, dans un environnement d'insécurité comme celui qu'il y a en France, des gens qui ont des bitcoins et ils se font agresser chez eux, donc c'est du homejacking, sauf qu'au lieu d'ouvrir le coffre et de prendre les 10 000 euros en cash
que ces gens peuvent avoir. Non, non, on va les forcer à coups de torture, et ça arrive, c'est pas très médiatisé, mais ça arrive aujourd'hui, pour leur dire, maintenant tu me donnes ton code et on accède à ton wallet et on accède à ton compte, et tu vas nous faire un versement de 50 000 euros, 100 000 euros, dans un pays étranger et exotique, où tu retrouveras jamais tes bitcoins, qui peut-être n'étaient même pas déclarés au fisc, et donc ça rend très compliqué la lutte contre la criminalité. Donc ça c'est un exemple de non-indépendance de sécurité physique. Donc la sécurité, enfin, l'indépendance, l'autonomie, elle touche beaucoup de domaines. Elle touche le domaine financier, elle touche le domaine de la sécurité, elle touche le domaine de l'eau et la nourriture, elle touche le domaine de l'énergie. Est-ce qu'on a de quoi produire, ne serait-ce que temporairement, de quoi faire fonctionner notre réseau, notre chauffage, notre électricité, nos lumières? Parce que l'un des effets de ces crises qui sont en train d'arriver, et on le constate dans pas mal de pays. Moi, j'ai eu la chance d'abord d'être italien d'origine, donc le Manipulite du début des années 90, je l'ai vécu. J'étais un jeune étudiant et je me souviens très très bien, j'avais 17 ans à l'université à Milan, et je me souviens très très bien que les réformes ont été coûteuses pour l'économie. Parce que tout d'un coup, on a supprimé une bureaucratie et des gens qui avaient voilà, des fromages, des fermages même, au sein de l'économie italienne, qui tout d'un coup se sont retrouvés sans emploi, sans revenus et avec l'incapacité de rien faire. Faut juste, j'ouvre une parenthèse. J'ai commencé à bosser à 15 ans, quand j'étais encore au lycée. Enfin, j'ai fait des boulots plus petits avant, du jardinage, truc, mais à 15 ans, j'étais en train de vider des camions de caisses d'ordinateurs, de les installer chez des clients en tant que stagiaire, comme ça, l'été, pendant les vacances de Pâques, etc. Ces gens, quand je les rencontre, ces politiciens, etc., parce qu'il m'arrive d'en rencontrer, ces gens, ils n'ont jamais travaillé, mais jamais travaillé une seule minute de leur vie. Ils ont toujours été dans des systèmes protégés, dans des systèmes cooptés, dans des systèmes où le salaire y tombe quoi qu'il arrive. Ils n'ont même pas la conception mentale de qu'est-ce que ça veut dire de se lever à 6 heures du matin, d'aller travailler, de travailler dur pour un salaire petit, de faire des économies. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à gérer des budgets qui seraient pourtant très très simples. Dans n'importe quelle entreprise qu'on restructure, on sait comment couper les coûts. Et c'est ce que fait Trump, Elon Musk, etc. Je referme la parenthèse. Et donc nous avons cette nécessité de nous mettre en autonomie, de nous mettre ne serait-ce que temporairement, encore une fois, de voir venir, de faire face s'il y a un coup dur. Et nos grands-parents, pour reprendre un exemple, mais vraiment basique et très simple, nos arrière-grands-parents, ils avaient des bocaux de nourriture chez eux, ils avaient de l'eau, ils avaient des filtres à eau. Là, j'ai un filtre à eau, voilà, que je vais mettre dans un sac parce que je pars en voyage, on ne sait jamais. Enfin, c'est des trucs vraiment basiques de chez basique, avant même de restructurer son portefeuille, avant même de mettre des panneaux solaires sur sa maison, avant même d'avoir une voiture hybride ou électrique, que sais-je. On va travailler sur finalement une pyramide de Maslow, où on va voir quels sont ses besoins en termes, et ça s'applique ensuite en termes de géographie. Où est-ce qu'on va vivre? Où est la fiscalité? Où est-ce qu'on est aussi le réseau d'amis avec lequel on vit? Parce que c'est bien sympa d'être. Alors, Dubaï, c'est sympa, mais si on est tout seul dans un coin, qu'on ne connaît personne, il peut y avoir aussi des problèmes vis-à-vis de ça. Est-ce qu'on est bien par rapport à l'environnement dans lequel on vit? Esthétiquement, physiquement, les relations avec lesquelles on a autour. Moi, je connais des gens, voilà, ils sont partis en Thaïlande, ils sont partis en truc, mais étonnamment, ils ont divorcé très vite, hein. Donc est-ce que ça rend heureux? Est-ce que tout ça est à prendre en compte? C'est un tout. Donc, en termes vraiment d'investissement, si le Bitcoin n'est pas assez fiable pour se débancariser et sortir un petit peu du système, qu'est-ce qu'il reste aux investisseurs, Ah, Philippe? il reste beaucoup de choses et ça dépend. Et ce qui est très important, c'est que ça dépend de qui vous êtes et quelles sont vos ambitions, quels sont vos risques que vous êtes prêt à tolérer. La débancarisation, c'est très bien, mais est-ce qu'on doit la faire de manière totale? Et est-ce qu'on doit plutôt ventiler alors, je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais dans ma carrière, parfois avec catastrophe. La bulle de 2001, enfin la bulle de 2000, la bulle Internet, je l'ai prise, elle m'a bien explosé au visage. Mais somme toute, j'ai bien réussi à gérer le truc, puisque déjà à cette époque-là, je me souviens avoir acheté de l'or en 2003 pour me préparer à ce qui arrive maintenant. Et donc, c'est ce qui a financé mon mode de vie aujourd'hui. C'est pour ça que je n'ai plus besoin de travailler, à part écrire des livres, mais on ne vit pas de ces livres, hein. Et donc, de la vente des livres. Donc, on doit
s'adapter à la personne avec qui on parle. Je pense que vous le faites dans vos publications et dans votre travail aussi. Si on dit à quelqu'un qui a 10 000 € d'économie, bon, bah, tu vas ventiler entre des actions du CAC 40, des blue chips, un peu d'or, un peu de Bitcoin, et tu fais une stratégie en alter avec des trucs vraiment solides, sans risque, potentiellement, et des trucs un peu plus risqués. Bah, s'il a 10 000 € d'économie, ça va pas. Celui qui a 10 millions, là, on peut déjà rentrer sérieusement dans des projets vraiment excitants, vraiment intéressants. Et j'en ai vu. Euh, Après, on a besoin de combien pour vivre? Est-ce que celui qui dépense 500 000 balles par année, bah, il aura certaines contraintes que celui qui en dépense que 50 000 n'aura pas? Et ainsi de suite. Vous connaissez ce métier mieux que moi. Donc, on doit s'adapter. Donc, je ne peux pas vous donner une recette miracle. Je ne peux pas vous dire, voilà la poudre de perlimpinpin magique, voilà l'investissement formidable qui, si vous le prenez, va vous garantir la survie, la richesse. Peut-être qu'il va falloir simplement essayer de perdre le moins possible sur ces 5-10 prochaines années. Et va vous garantir la sécurité physique. C'est que c'est très compliqué d'apporter ça. Philippe, qu'est-ce que vous conseillez à vos lecteurs, justement, pour se protéger? Alors, Cependant, tout d'abord, mes lecteurs, ils m'entendent souvent dire que, ah, Philippe. il y a un momentum sur l'or, et depuis qu'il a franchi les 2 800 $ l'once, 3000 est devenu un objectif peu ambitieux. On entend maintenant plutôt parler de 3003. L'argent devrait théoriquement fortement accélérer. Il a du retard sur l'or sur les 6 derniers mois, et il a du retard sur l'or sur les 6 dernières années, si vous voulez. Donc, je pense que là, il y a matière à rattraper. Et je suis très sensible à des aspects tels que la jeunesse, où je vais chercher à maximiser mes gains en capital, en sachant que je peux très bien m'encaisser un ou deux gros trous d'air, parce que en fait, ce qui compte, c'est que je retrouve ma mise dans 25 30 ans. Et puis ceux qui sont arrivés au point où ils vont plutôt chercher des revenus. Et alors là, eh bien, Wall Street ne répond plus du tout à cette exigence de percevoir des revenus, puisque au moment où nous enregistrons, le rendement du S&P 500 est de 1,20%. 1,20. On va dire que la moyenne historique, c'est plutôt, allez, 1,60. Donc c'est 30% de mieux. Et quand les marchés ont connu un petit peu des trous d'air comme en 2020 ou en 2009, on retrouve des rendements plutôt à 2,30, 2,40. Aujourd'hui, être rémunéré 1,20 quand l'émission obligataire de base, c'est-à-dire le 10 ans US, rapporte 4,58, 4,60, le 30 ans 4,80, donc 4 fois 1,20 égale 4,80. C'est plus possible aujourd'hui de continuer à penser que Wall Street va poursuivre son ascension avec ce ratio de rendement à 1 pour 4 entre un portefeuille diversifié et les T-bonds. C'est pas possible. Le ratio capitalisation sur vente, chiffre d'affaires, aujourd'hui, il est hallucinant. On n'a jamais vu un ratio supérieur à 15, même en 2001. Pour Palantir, et Dieu sait que peu de gens sont capables d'expliquer ce que fait Palantir, on est à 70 fois le chiffre d'affaires. La capitalisation, c'est 70 fois le chiffre d'affaires. Donc vous achetez déjà la valeur de Palantir en 2095. Enfin non, bien sûr que je fais un raccourci, que c'est juste une caricature, mais enfin, c'est ça, On- 70 on- fois le chiffre d'affaires. Et sachant qu'en plus de ça, Palantir a un seul véritable client, en fait, c'est la CIA ou la NSA, et peut-être le ministère de l'Intérieur français. Donc, l'idéal quand on détient une entreprise, c'est de se dire, j'ai
plusieurs gros clients, s'il n'y en a jamais un qui fait défaut ou qui décide de réduire ses investissements dans le domaine ou de réduire ses achats de pièces détachées parce qu'il a trouvé un fournisseur moins cher en Asie. Mais Palantir, c'est incroyable. Le truc, 70 fois le chiffre d'affaires, et il y a trois clients. S'ils en perdent un, ou qu'il y en a un des trois qui décide de réduire ses investissements, mais ça vaut quoi? C'est bon. Enfin, et en fait, on s'aperçoit que les algos qui régulent en fait les flux financiers sont totalement basiques. Ils obéissent, mais aveuglément à la règle du momentum. Ils vont là où il y a du momentum. Donc, momentum Nvidia, momentum Broadcom. Maintenant, on va peut-être assister à un momentum banque. Et depuis le début de l'année, c'est quand même les banques qui sont le secteur le plus performant en Europe. Et là, je me dis une chose, est-ce que les banques montent parce que tout va beaucoup mieux en Europe en ce début d'année 2025? Donc elles montent parce que, il va y avoir plus de gens qui empruntent pour acheter un bien immobilier. En France, c'est mort, mais mort de chez mort. Et pour s'assurer que c'est bien mort et que ça va rester bien mort, on augmente encore les frais de notaire. Et on durcit encore les DPE, on est en train de les refondre, etc., pour que les passoires thermiques, on soit encore plus impitoyables. Euh, donc, les banques, elles ne vont pas gagner d'argent en émettant plus de prêts hypothécaires. Est-ce que les entreprises ont envie d'investir en France dans les conditions actuelles? Non. Qu'est-ce qui fait monter les banques? Deux choses depuis le début de l'année. D'abord, un momentum extraordinaire sur les actions où les banques gagnent à tous les coups. N'oubliez pas qu'une banque, structurellement, elle est vendeuse de primes, et notamment vendeuse de put. Donc, comme ça monte tout le temps, ils encaissent tout le temps les primes sur les puts. Ils encaissent aussi les primes sur les calls parce que le marché monte, mais pas suffisamment vite pour que les calls les plus éloignés soient exercés. Et la deuxième chose qui les fait monter, bah, Ah c'est oui. que quelque part, on a l'impression qu'on n'anticipe pas de baisse de taux. La baisse de taux, ça réduit la rentabilité du capital prêté par les banques. Si vous baissez les taux, ça écrase leur marge. Donc, les banques gagnaient, enfin, les banques sont recherchées parce qu'elles gagnent à tous les coups sur les marchés, mais à un moment, ça va s'arrêter. Et elles gagnent aussi parce qu'il y a, à mon avis, le sentiment que, vu la taille des dettes, vu les besoins en capitaux, les taux ne peuvent pas baisser tant que ça parce qu'il va falloir continuer d'appâter, de rémunérer les créanciers. Et là, si les taux ne baissent pas comme on l'anticipe, et c'est ce que la hausse des banques semble indiquer, eh bien, c'est une deuxième raison de penser que les marchés sont beaucoup trop chers, puisqu'ils montent aussi sur l'hypothèse que les banques centrales vont desserrer les taux, ramener le loyer de l'argent à, je ne sais pas, en négatif, en tout cas en dessous du niveau de l'inflation. Et je pense que ce n'est pas du tout ça qui se décide, et c'est pas du tout ce message que nous envoie la hausse des valeurs bancaires. Donc on est pour l'instant dans un contresens total sur les actions. Elles sont à des niveaux de valorisation stupéfiantes, jamais vus même en 2000, et tout ça repose sur des hypothèses, à mon avis fausses, de réduction du coût de l'argent. Donc, mon conseil, effectivement, serait aujourd'hui de jouer peut-être la sécurité et d'aller chercher, bah, pourquoi pas, 4,50, 4,80 de rendement sur du T-bond américain. Il n'y a pas de grand risque à faire ça. Et il y a un exemple, il s'appelle Warren Buffett. Il a aujourd'hui 315 milliards de cash. Bah, son cash, il est rémunéré à 4,60 en moyenne. Qu'est-ce qui va aller risquer l'argent de ces sociétaires sur des trucs qui rapportent 1,20? Et on est même en dessous de 0,9 sur le Nasdaq. Donc 0,9 par rapport à 4,50, c'est juste un rapport de 1 à 5. Voilà, donc l'obligataire, et puis bah, évidemment, si on pense qu'il y a de l'inflation à l'horizon, on reste sur l'or. Les autres matières premières, est-ce qu'elles sont pertinentes aujourd'hui pour sécuriser son avenir? Alors, j'ouvre une toute petite parenthèse avant de laisser la parole. Historiquement, quand on a une grosse correction boursière sur surtout un marché
qui est allé très très loin dans ce qu'on appelle le FOMO, hein, la hausse spéculative, tout le monde sur les mêmes, la même poignée de titres, et on en veut toujours plus. Chaque fois qu'il y a eu une grosse correction, on est revenu sur du concret. Donc en l'an 2001, quand la vraie correction commence, on est allé se réfugier sur l'immobilier et sur l'or. Et puis en 2008, quand la bulle immobilière explose, on est allé à nouveau se réfugier sur les matières premières. Donc quand les bulles d'actifs un peu virtuels, voire complètement fumeux, comme Palantir, quand ces bulles-là explosent, d'un seul coup, on retrouve un certain bon sens et on va sur du concret. Les matières premières, à mon avis, font partie justement de ces investissements concrets. Vous êtes d'accord, Piero San Giorgio, avec cette idée? Oui, oui, alors encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, mais certainement aujourd'hui, l'uranium, oui, l'or, les métaux précieux, le cuivre. Après, il faut voir les vecteurs hein, d'investissement parce que sont pas tous les mêmes, ils ne sont pas tous équivalents. C'est pour ça qu'il faut voir des conseillers professionnels à qui on a confiance et qui sont capables de mieux vous orienter parce qu'on est aussi dans une période, et ça malheureusement, euh, alors moins sous Trump aux États-Unis, mais en Europe, il faut se méfier que la kleptocratie n'aille pas jusqu'au point de vous confisquer, y compris vos biens qui sont chez la banque, qui sont boursiers. Vous savez, même si la banque est censée être une fiduciaire de votre argent que vous lui prêtez, mais au fiduciaire des titres que vous mettez en dépôt chez elle, techniquement, hein, lorsque vous investissez dans des actions, des obligations, elle est votre fiduciaire. Si l'État dit par ici la monnaie, Raboul, la banque, elle a des sérieux ennuis, mais elle est obligée d'obéir. Et on a vu que l'État est au-dessus du droit quand il en a envie. Et c'est pour ça que l'État est un vrai problème. Surtout lorsqu'il montre qu'il ne respecte aucune règle du jeu, on ne peut plus avoir confiance. Et ce manque de confiance que je crois est très ubiquitous, qui est très omniprésent aujourd'hui chez tout le monde, euh, est fondamentalement dû à ça. Aujourd'hui, tout est mauvais. Enfin, tout ce que fait l'État, le cinéma qui est subventionné, c'est nul. Les universités, c'est nul. Plus personne. Bah, qui a encore envie d'embaucher un universitaire aujourd'hui? Moi, j'ai quelques entreprises que j'aide. Quand ils voient arriver un type qui a un diplôme universitaire, hormis évidemment un chirurgien ou un docteur, enfin voilà, qui a prouvé par l'internat dans un hôpital qui sait faire. Mais même dans le droit ou on parle même pas de lettres ou de philosophie, parce que les diplômés en sociologie lesbienne du Moyen Âge et aux cheveux rouges, ça va être très compliqué dans une entreprise, hein, parce qu'ils vont pas comprendre ce qu'il faut faire et comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, on tombe, ça c'est une des forces de la Suisse, sur ce qu'on appelle l'apprentissage, sur des formations des filières professionnelles. Mes enfants, j'ai 4 enfants, le grand, il veut faire ingénieur, donc a priori ça va, il n'aura pas trop les cheveux bleus. Mais les autres, pour l'instant, les deux suivants, te, sont dans des filières professionnelles et je les encourage parce que c'est là où il y a des bons salaires d'abord, mais surtout il y a un métier. Ça aussi, il faut revenir à ça. Mais pour revenir pour remonter, je suis parti en tangente sur l'aspect matière première et finance. Et au-delà du fait que peut-être qu'on peut aussi développer des métiers qui touchent à ces matières premières, le pétrole, tout le monde de l'énergie reste indispensable. Et le monde de l'énergie ne se plie pas aux idéologies. Soit on sait extraire et transporter correctement du gaz, du pétrole, etc. Soit on ne sait pas. Et il n'y a pas de. Dès qu'on tombe dans le dur, c'est binaire. C'est oui, non. C'est pas oui, mais je suis pas sûr de quel genre je suis. Là, c'est le pétrole, il traverse le pipeline ou pas. Le gaz, il a la bonne pressurisation et pour ça, il a besoin d'électricité pour arriver jusqu'à votre cuisinière. L'eau courante, il y a énormément de métiers qui vont normalement durer si on les saccage pas. Et donc, on peut réfléchir en termes d'investissement à ce qui est pérenne, à ce qui est euh, presque, je dirais, éternel. On a toujours besoin de cela. Alors après, malheureusement, dans la complexité du monde financier, et ça, je l'avais dit, j'avais déconseillé il y a très longtemps à tous mes amis qui me disaient, mais au lieu d'acheter de l'or physique, parce que le problème du stockage se pose, pourquoi ne pas acheter des titres dans les mines d'or? Et moi, je lui dis, mais tu sais pas comment elle est gérée, ta mine d'or. T'en sais rien, si ça se trouve. Oui, le prix de l'or et les marges sont
D'abord, enfin, il faudrait que tu ailles voir, tu fasses un due diligence des marges de Barrick Gold, de que sais-je, de Ashanti Goldfields, enfin, je ne sais plus qui sont les players dans ce marché aujourd'hui. Mais si le CEO, il se la joue à la Carlos Ghosn et qui se fait une vie de nabab aux frais de la princesse, si un État vient et te pique ton gisement, ou je sais, toi, tu es actionnaire d'une entreprise et cette entreprise, elle est tributaire de sa gestion, du marché, etc. L'or physique, il est chez toi. Alors, on ne peut pas faire ça avec l'uranium, c'est plus difficile, ni avec le pétrole. Donc, c'est pour ça que le bon conseil de gens qui savent vous dire quels sont les instruments d'investissement les plus adéquats et qui peuvent permettre de panacher, hein. Moi, j'ai de l'or depuis très longtemps, mais je ne l'ai pas touché moi. Déjà parce que j'aime pas être torturé pour que j'explique dans quel coin du jardin je l'ai enterré, mais aussi parce que voilà, je veux panacher le risque. Il y en a un petit peu que dans un coffre à la banque, il y en a un petit peu, mais c'est relativement des petits montants. Il y en a un petit peu qui est sous forme qui est stocké, pas dans un coffre, mais qui est à la banque, en espérant que les banques suisses font pas faillite ou qu'ils me le volent pas. J'espère que c'est le dernier pays qui viendra confisquer les biens des clients. Mais voilà, on peut panacher, on peut imaginer, si je n'avais plus, j'aurais une banque de confiance, je sais pas, à Singapour, dans lequel j'aurais aussi stocké dans un coffre là-bas quelques lingots d'or au cas où. Après, il y a des gens ici, pas très loin, en Suisse, qui ont des bunkers de l'armée refaits pour faire du stockage de matières premières, enfin de valeurs précieuses, qui vont du tableau de maître. Alors ça, c'est des gros investissements, hein, un Monet ou un Picasso. Mais c'est des bons investissements à terme, puisqu'il y aura toujours des gens riches dans le monde. Et si c'est pas nous, ce sera les Chinois ou les Russes. Et ces gens riches voudront acheter tôt ou tard un jour un Monet, un Picasso pour le mettre dans leur salon ou dans un musée pour défiscaliser le truc et qui viendront l'acheter. Donc il y a une quantité de possibilités immense. Encore une fois, ça dépend de qui vous êtes. Encore une fois, si vous avez 10 000 € d'épargne et vous savez pas quoi faire, oubliez le Monet, le Picasso, on est d'accord. Mais vous pouvez peut-être mettre 2 000 à 3 000 € dans deux, trois, non, pas aujourd'hui, dans une pièce que vous gardez chez vous. Plutôt des pièces d'argent dans ce cas-là, parce que ça vous permettra éventuellement non seulement de stocker de la valeur, et venez les acheter en Suisse, hein. Il n'y a pas de TVA, c'est mieux. Venez en Suisse. Après, une fois qu'on a dit ça, on reste sur l'incertitude, et c'est quelque chose d'assez à la fois excitant et anxiogène aujourd'hui. Parce que cette incertitude de que va faire Trump, parce qu'il y a plein de choses qui sont en l'air. L'Ukraine, le Moyen-Orient, il y a énormément d'incertains. Cette incertitude, c'est la vie. C'est à la fois excitant, c'est bien, mais en même temps, ça nous demande Et c'est pour ça que le monde du fonctionnariat, avec un État puissant, etc., ça a pu attirer autant de gens. Parce que c'est un monde stable. C'est un monde d'escroquerie, mais c'est un monde stable pendant un temps. Et après ça part en couille. Philippe, vous et moi, nous avons connu l'effondrement de l'Union soviétique. Nous étions jeunes, mais on a vu ce que ça a donné. On a vu les années 90 là-bas. Si on a, pour ceux qui ont voyagé en Russie à partir de cette période-là, on a vu à quel point c'était un désastre. On a eu des guerres, hein, comme la Yougoslavie. Ça peut aller très très loin. Le scénario yougoslave ou libanais n'est pas un scénario à exclure pour des pays comme le Royaume-Uni ou la France ou la Belgique. C'est pas du tout à exclure. On ne le souhaite pas. Donc on doit faire très attention, puisqu'on n'a pas le levier sur les décisions, ou très peu. On peut toujours convaincre les gens autour de nous, en parler. Aujourd'hui, il faut rabattre le caquet de ceux qui viennent et nous disent oui, c'est pas bien. Elon Musk, il a mis des fonctionnaires à la porte. Je dis, attends, je vais t'expliquer ce qu'ils ont fait, ces fonctionnaires. Aujourd'hui, il faut savoir dire, c'est le moment où il faut parler, où il faut dire non. Il faut dire à l'État, l'impôt, je n'y consens pas. Vous me forcez à le payer, mais je ne veux pas. Il faut être des millions à dire ça. Il faut être des millions à le faire savoir. Il faut être des millions à écrire des lettres. Je sais, beaucoup de gens vont nous dire ça sert à rien, même voter, ça sert à rien. Et Faire l'État pression. l'État a pris ses précautions, sachant qu'il y avait peut-être, et ça je ne sais pas si ce sont les projections de Palantir, hein, Palantir, il faut savoir, c'est un gros aspirateur de données. Mhm. Ça espionne Ouais, je connais bien. tout ce qu'on raconte, hein, dans nos mails, dans nos SMS, pour en extraire des tendances sociétales, etc. Peut-être qu'ils ont vu qu'il y avait des gens qui commençaient à réfléchir à la désobéissance civile. Bien sûr. D'où le fait du prélèvement à la source qui ne nous permet plus de
de matérialiser notre non-consentement à l'impôt. Donc Mm. là, ça a été, on nous a expliqué que c'était une mesure technique, ça allait simplifier, que vous auriez pu passer des heures à remplir votre déclaration d'impôt et que tout le monde serait content. La réalité, c'est que ça a surtout privé le peuple d'un levier. Bon, Il y a d'autres leviers c'est après, hein. quand même un levier, je dirais quand même, relativement inégalitaire, parce qu'en France, 53% de gens ne payent pas l'impôt, donc ceux-là, ils vont pas désobéir. Bah non. Ils vont pas désobéir. Non, Donc, après, les gens votent ça à repose sur les quartier. 47 autres. Donc déjà, à la base, c'était pas un mouvement de révolte globale. Néanmoins, ça, c'est à exclure complètement. C'est fini la désobéissance civile. On ne peut pas. On ne voulait pas éventuellement d'un monsieur Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel, d'abord parce qu'il ne connaît rien en constitutionnalité. Il est très très fort peut-être en magouille immobilière, mais je ne pense pas que ça soit un vrai garant de la constitutionnalité. Il n'y a aucun moyen d'empêcher finalement qu'il soit élu. C'est extraordinaire. Je Mais, pense qu'il y a c'est un sondage, 80 ou 85% des gens voudraient qu'il ne soit pas élu, et pourtant il l'est. Donc ça veut dire qu'on est devant un système qui peut totalement se fiche, s'asseoir sur l'état de l'opinion publique, sur le vote. Bon, en Europe, depuis 2005, on sait qu'on s'assoit sur tout vote qui s'oppose à l'eurofédéralisme, au globalisme davosien. Mais j'entends ce que tu dis quand tu parles de révolte et de désobéissance civile, mais nos leviers sont inexistants et ils le savent tellement bien. Hein, qu'on se retrouve effectivement avec eh bien, une Yael Braun-Pivet à la tête de l'Assemblée, alors qu'elle ne représente évidemment pas aucune forme de majorité. On retrouve Monsieur Ferrand, tout est comme ça, tout est comme ça. Et donc on est devant quelque chose qui est une preuve de déliquescence totale de la démocratie et avec malheureusement guère de moyens pour le citoyen d'y échapper ou de montrer une quelconque forme de révolte. Donc la seule chose à faire, c'est pour ceux qui ont de l'argent de le prendre et de le mettre hors d'atteinte de la kleptocratie qui est oui. actuellement au pouvoir. Je ne vois pas d'autres moyens, je suis désolé. Ah Et non, malheureusement, pour. Alors, c'est difficile à entendre pour des gens qui n'ont pas la possibilité d'aller mettre 50 000 euros en Suisse là tout de suite et autant l'année prochaine et l'année suivante, d'acheter un petit truc en Espagne, un petit truc qu'on peut louer ensuite pour se faire quelques revenus et surtout échapper à la France et à l'appétit de Bercy. C'est difficile à entendre, mais c'est pas tout le monde qui aujourd'hui peut prendre des mesures pour s'en aller, en attendant que les choses s'arrangent peut-être, mais s'en aller pour au moins sauver ce qui peut l'être. Parce que manifestement, la dernière loi de finances prouve que le mode de résolution des problèmes est toujours le même. C'est pas on va arrêter les gaspillages, on va arrêter de distribuer de l'argent aux copains, hein, l'argent du contribuable à des copains dont on ne sait absolument pas ce qu'ils font dans leur agence, machin pour leur environnement, l'ADEME, etc. Euh, on va absolument pas réduire les dépenses, ni les gaspillages, ni l'argent de la corruption, on va continuer d'aller chercher plus d'argent dans la poche du contribuable, du chef d'entreprise, voire peut-être de l'entreprise qui importe parce qu'on remettra un peu plus de droits de douane. Et c'est facile puisqu'on dira, bah, puisque les Américains le font, on le fait aussi. Donc c'est toujours accroître les recettes et jamais baisser les dépenses. Donc ça, je ne vois rien qui me disent qu'on soit à la veille de changer ce comportement des États. Donc, qu'est-ce qui reste à faire? C'est d'essayer d'aller mettre son argent à l'abri. Et ensuite, dans quel secteur? On a évoqué effectivement les matières premières. Et quand j'entends Donald Trump, quand même, l'Ukraine il est en train de négocier le fait de leur aspirer toutes leurs terres rares, éventuellement encore un petit peu de minerais industriels, etc. Le Groenland, c'est pour aller chercher du cuivre, des terres rares, du zinc.
Le Canada, réservoir de matières premières gigantesque. Bon, c'est moitié moins grand que la Russie, mais enfin, il y a encore de quoi faire. Mhm. Panama, ah bah tiens, bah c'est pour contrôler la circulation des matières premières. Gaza, paraît-il qu'il y a du gaz au large. J'ai Ouais, quand c'est même vrai. l'impression que quand on écoute M. Trump et qu'on voit quels sont ses objectifs stratégiques, j'ai quand même l'impression qu'il est beaucoup, beaucoup question de matières premières. Mhm. Donc si M. Trump s'y intéresse, que les Chinois ont mis eux de leur côté en place les routes de la soie, qui ne sont rien d'autre que l'acheminement des matières premières dont la Chine a besoin, je me dis que de mon côté, je vais peut-être regarder un petit peu du côté des ETF et profitons-en, je crois qu'il en existe aujourd'hui 12 000. Oui. Donc, on va certainement en trouver une ou deux où on va avoir une petite thématique de matières premières, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en entendre parler dans les prochains mois. Donc, il est temps de revenir vers des Oui. investissements vraiment concrets. J'en parlais en 2011 dans mon premier livre. Les États-Unis vont essayer de se concentrer sur le contrôle ou le déni à des concurrents des ressources. D'ailleurs, toute cette guerre contre la Russie n'est autre chose, n'est rien d'autre que d'essayer de fractionner si possible, d'empêcher, ils ont raté hein, d'empêcher le lien Russie-Chine, mais ils ont réussi à casser le lien Russie-Europe. Nous, en Europe, on a de la chance, hein, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et effectivement, toutes nos idées, c'est de voler le citoyen de son travail. Mais au bout d'un moment, il n'y aura plus de travail. Parce que les gens, au bout d'un moment, ils arrêtent hein, de travailler. C'est l'Union soviétique qui est un excellent exemple de système planifié et de kleptocratie, où finalement, au bout d'un moment, les gens font semblant de travailler, et c'est déjà ce qui arrive hein, dans beaucoup, beaucoup de grands groupes. Et c'est pour ça que l'accélération du départ, hein, tant des individus que des entreprises, va aller de plus en plus en s'accélérant. L'Angleterre, enfin les Royaumes-Unis est en train de suivre la voie française, hein, parce qu'avant c'était un pays un peu ravagé comme ça, un peu avec des castes, mais au moins il n'y avait pas beaucoup d'impôts. Mais maintenant, maintenant, les impôts augmentent là-bas aussi considérablement. Donc on voit, moi je vois ici en Suisse, c'est à la limite des charters de millionnaires qui débarquent chaque semaine pour acheter des maisons. Je reçois des offres régulièrement et qui commencent clairement à vouloir déménager physiquement, en plus de leur argent, du Royaume-Uni. On a ce phénomène. Alors après, vous savez, il y a eu un fait divers qui était un signal faible très important. Je crois que c'était en novembre l'année dernière ou peut-être en octobre, où il y avait quelqu'un qui a assassiné le patron d'une assurance aux États-Unis, qui, probable, enfin, on n'a pas les motifs, on ne sait pas, présomption d'innocence, tout ça. Mais ce genre de violence, et pas de violence, que des bisous, de l'amour, hein, je n'encourage absolument pas à la violence, mais on peut avoir un scénario, on va avoir des gens au bout du rouleau qui, au lieu de se suicider, vont aller expliquer ce qu'ils pensent de manière définitive je ne donnerai même pas d'idée ou de nom ou de personne, mais voilà, au pouvoir en général. Alors, ça, à titre individuel, ça ne sert à rien, mais ce sont des messages qui sont reçus, hein. Et là, le choix, il est de soit renforcer encore plus la dictature, qui coûte très très cher. Les dictatures sont des systèmes extrêmement chers, mais là où, alors ce que je vais dire est extrêmement politiquement incorrect, mais dans mon pays d'origine, en Italie, on a connu une dictature assez forte, plutôt à la cool, hein, latine, mais forte quand même. Il fallait pas être contre le régime à l'époque. Mais le régime avait du succès. Le pays a eu un succès phénoménal pendant 15 ans. Et pendant ces 15 ans, même les opposants au régime, même les communistes, disaient on doit admettre que lorsque l'État dit qu'il a 95 ou 98% de soutien de la population, c'est vrai. Donc les opposants avouaient que voilà, ils pouvaient rien faire parce que mais au bout d'un moment, c'est parti en couille, soit pour des mauvaises décisions. Alors à l'époque, c'était des guerres. Ça pourrait être le cas aujourd'hui, mine de rien, mais je n'y crois plus à l'Europe qui va en guerre. Il n'y a pas de soldats, il n'y a pas de matériel, il n'y a plus rien. Et puis l'opposant ne veut pas aller en guerre non plus, donc il va juste dire non, stop. Euh, Attaquer la Russie, ça n'a aucun sens. Non seulement c'est suicidaire, mais en plus, ce serait ridicule aujourd'hui. Euh, Quelques coups de missile sur deux, trois endroits stratégiques et la guerre, elle est terminée. Et il n'y a même pas besoin d'aller dans le nucléaire en plus, tant mieux. L'action, enfin,
la conséquence d'un effondrement de l'économie où les gens ne travaillent pas, où le système est trop lourd, c'est un peu ce qui s'est passé à la fin de l'Union soviétique, sauf que là, les dirigeants de l'Union soviétique, ils ont préparé la transformation et ils se sont transformés en oligarques. Mais un système qui s'effondre économiquement, c'est la fin de l'impôt à la source, c'est la fin de... Tout le monde travaillera au noir, tout le monde fera ce qu'il doit faire, et tout ce système sera balayé en quelques jours. La question, c'est qu'on ne sait pas faire un timing, et c'est pas forcément le scénario le plus immédiat. Mais on est vers cette tendance. Donc, tôt ou tard, ça va arriver. Tôt ou tard, il va y avoir de la révolte, quand les frigos se videront, tôt ou tard. Et ensuite, ce système qui est quand même assez bien huilé d'approvisionnement cesse et ne fonctionne plus. Et là, on fait quoi? Et donc, il vaut mieux avoir prévu le coup à l'avance, vivre dans des pays raisonnables, où on peut encore avoir une économie qui fonctionne. Après, ça redémarrera, hein, c'est pas la fin du monde. C'est-à-dire qu'on peut imaginer l'Union soviétique, elle s'est transformée. Les Russes en ont bavé pendant 10, 15 ans, mais maintenant, c'est une économie riche. D'ailleurs, pour full disclosure, je n'ai qu'un seul investissement en bourse, c'est sur le marché russe. Bon, il est congelé en ce moment, cet investissement, mais c'est les seules actions que j'ai d'entreprise, c'est sur le marché russe. Tout le reste, j'ai dégagé. Je ne veux pas être exposé ni aux États-Unis, malgré la montée. Alors pour l'instant, j'ai eu tort, parce que c'est monté, ni en Suisse, ni ailleurs. Euh, mais voilà, le peu d'économies que j'ai encore dans un système financier, ils sont sous forme d'or, de matières premières, ou je ne peux pas dire que c'est un système financier, mais de crypto, mais ça reste très faible, hein. Il n'y a pas besoin de venir chez moi pour me torturer, puis je saurais vous recevoir. Mais à part ça, on est dans une tendance qui, voilà, chers amis qui vous nous écoutez de France, fuyez, pauvres fous. Il ne faut pas rester en France, c'est sûr. Ben, je pense qu'on a déjà passé en revue un petit peu nos solutions. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il faut se préoccuper de ne pas perdre d'argent en bourse. Alors, on a pu en gagner effectivement énormément l'année dernière. On a pu en gagner énormément depuis le début de l'année sur les valeurs allemandes, hein, puisqu'on est à presque 15% de hausse. On a battu 17 records historiques depuis le 16 janvier dernier. Je ne sais pas si vous mesurez. Et la trajectoire du marché allemand, elle est absolument parabolique. Elle n'a pas d'équivalent depuis l'an 2000. Alors, bien sûr qu'il y a eu des hausses paraboliques. Mars 2000, mars 2003, mars 2009, ça reprend 25, 30, 40% en quelques mois. Mais une accélération sur un marché qui vient déjà de doubler de valeur, c'est la deuxième fois que ça arrive dans l'histoire. Et la fois précédente, c'était octobre 99, mars 2000. Voilà, je vous dis bien, voilà où nous sommes. Donc je pense que là, il faut commencer à faire un petit peu attention. Euh, on a évoqué là, le cas de l'assureur qui s'est fait assassiner. Donc, Brian Thompson, c'était le patron de United Health. Il faut se rappeler que c'est une réponse également à une violence incroyable de cette compagnie d'assurance qui, du jour au lendemain, a dit à ses assurés, ah bah ça, on ne vous l'assure plus, vous avez un traitement, on ne vous le rembourse plus, des gens en sont morts. Il y a un moment où le capitalisme, où la rapacité du capitalisme se brise quand même les dents sur le fait qu'il y a des gens qui n'ont plus rien à perdre et qu'on Exactement. a été trop loin. Tout ça pour faire quelques économies, ne plus rembourser des traitements vitaux. Je dis bien des traitements vitaux et le dire comme ça du jour au lendemain. Les habitants de Pacific Palisades à Los Angeles, on leur a résilié leur assurance quelques mois avant les incendies. Je pense que quelqu'un à la compagnie d'assurance locale devait dire il n'y a plus d'eau dans les circuits destinés aux pompiers locaux. Ils ont mis beaucoup d'argent pour une formation au wokisme et l'inclusivité, mais il n'y a pas eu d'argent pour acheter des pompes et des camions pompiers. S'il y a un incendie, ça va être un désastre. Bon, ben, il y a un moment où il y a des gens, les gens se rebellent et se révoltent. Et on avait peut-être atteint ce point aux États-Unis. Un PDG assassiné, c'est quelque chose de relativement rare, mais tout le monde a compris pourquoi. On n'a pas dit c'est l'acte d'un fou. On a dit là, on est des milliers, voire des dizaines de milliers
à s'être vus, nous aussi, résiliés, plus remboursés, ni rien. Donc, voilà, il y a un moment où il y a des signaux comme ça et qu'il faut que les choses n'aillent pas plus loin dans la recherche du profit, dans la recherche de l'amélioration des marges, etc. Et je pense qu'on est arrivé peut-être un petit peu là au bout d'un système. Donc, je ne dirais pas que c'est des signaux qui sont transposables à l'Europe, mais je me dis qu'à un moment, les chefs d'entreprise européens, et en France en particulier, et les micro-entrepreneurs vont finir par se dire, ben moi j'ouvre une filiale de droit suisse. Je n'ouvre pas une filiale, non. Je crée une petite société de droit suisse. J'ai une franchise d'impôt sur les 100 000 premiers francs suisses de chiffre d'affaires, où j'ai une imposition forfaitaire de 10% au bout de, je ne sais plus si tu me reprends, c'est peut-être au bout de 2 ans. Il y a un moment où tu te dis, il faut quitter la France jusqu'à ce que d'un seul coup, quelqu'un réalise en France qu'on ne peut plus continuer comme ça, que les cerveaux sont partis, que les entrepreneurs sont partis, que toutes les forces vives du pays sont maintenant à l'étranger. Voilà. Et quand en plus ça, notre épargne se place non plus dans des actions françaises, mais va s'investir sur du T-bond américain, sur des ETF, matières premières ou sur de l'or, quand tu n'investis plus en France, dans les entreprises françaises, quand tu n'investis plus dans nos OAT, il y a un moment où on va arriver à la fin, au clap de fin. Mais c'est pas pour tout de suite, hein. Mais je dis que si on continue comme ça, on va le connaître, le clap de fin. Pour ce coup. Je sais de la police d'un canton, je dirais pas lequel, mais ici en Suisse, qu'ils ont mis en place un système d'alerte, donc préventive, pour les recherches Internet sur l'adresse de certains personnages publics et patrons d'entreprises suisses. Enfin, en Suisse. Ils peuvent être d'autres nationalités, bien sûr. Donc, ce n'est pas simplement faire l'enquête a posteriori d'un acte criminel où on ira chercher qui, pendant les 3 ou 6 mois à l'avance, a fait, et de faire un croisement avec des bases de données de gens qui sont suspects et autres. Non, non, là, c'est de manière préventive. Donc, ça veut dire que même au niveau de la sécurité publique, on commence à avoir les scénarios qui prennent en compte et encore une fois, je ne l'encourage pas du tout, soyons clairs, enfin, qui prennent en compte la vengeance publique, la vengeance privée, le vigilantisme, non pas pour aller assassiner 3 voyous qui emmerdent le quartier, ça arrive, mais les médias n'en parlent pas. En revanche, voilà, d'aller expliquer la vie à des gens qui ont été trop, vous l'avez dit très justement, trop rapaces, ils en sont conscients au niveau donc de la structure policière. Et c'est aussi un signal faible important. Voilà. Effectivement, ça en dit long. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour cet échange et merci Pierrot d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. Et pour plus de contenu, je vous invite à télécharger le rapport rédigé par Philippe Echad et Piero San Giorgio qui sont accessibles en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.